Hello et bienvenue dans ce Focus Hebdo épisode numéro 3. Déjà merci infiniment pour tous vos retours sur les 2 premiers épisodes. Ce format il a l'air de beaucoup vous plaire et moi personnellement ça me fait super plaisir. Si jamais tu me rejoins sur cet épisode, ce format il a pour but de couvrir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la photo et de la vidéo chaque semaine. Donc si jamais tu veux rester à jour de toutes les nouveautés, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Allez, on commence avec les news de la semaine. La nouvelle est toute fraîche, elle est tombée quelques minutes à peine avant l'enregistrement de cette vidéo. Nikon vient de faire l'acquisition de la marque Red. Oui, Komodo, Raptor, tout ça, on parle bien de la marque Red, cette marque américaine de caméras ciné qui existe depuis environ 2005. Alors ces caméras, elles sont utilisées pour des productions, on va dire moyen, gros budget, mais ces quelques dernières années, la marque a quand même réussi à rendre des caméras un petit peu plus abordables, séduisant un public beaucoup plus large. Alors cette fusion signifie pas forcément la fin de Red, c'est juste que dorénavant, Nikon détient la marque. Alors déjà, pourquoi ce move? Alors honnêtement, moi j'ai pas eu assez de temps pour réfléchir à toutes les éventualités. Moi la première chose qui me vient comme ça, c'est probablement l'envie de Nikon de s'implanter un petit peu plus dans le marché de la vidéo qui, faut pas se mentir, à ce jour c'est dominé largement par Sony, Canon et Panasonic aussi qui arrivent de plus en plus. Là où Nikon pourrait se démarquer avec ce rachat, c'est en venant chercher des utilisateurs un peu plus avertis, développer une gamme ciné et également fusionner le savoir des deux entités, donc Red et Nikon, pour proposer des produits uniques qu'on verrait pas chez Canon, Sony et Pana. Et autre chose également concernant ce rachat, est-ce que ça voudrait dire plus de montures RF sur les caméras Red à l'avenir? Donc est-ce qu'on aura le droit à un changement de monture sur les prochains boîtiers de la marque Red? Quelle est la vraie stratégie de Nikon derrière tout ça? J'avoue que c'est assez difficile de répondre, en tout cas l'espace commentaire est là pour ça, on en débat tous ensemble, j'ai hâte d'avoir vos avis. Lors d'une interview au CP+, de Yokohama, un des représentants de Canon a annoncé être en dialogue avec les fabricants d'objectifs de marque tierce. Une phrase qui a retenu mon attention durant cette interview, c'est, je cite, « Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que nous avons un accord de confidentialité avec d'autres fabricants concernant le type d'objectif à lancer ou encore leur positionnement sur le marché, mais je ne peux rien dire de plus. » Alors ça fait quasiment 6 ans que la monture RF existe. Canon a toujours eu un positionnement très strict, très ferme à ce sujet. Il n'ouvre pas aux autres constructeurs. Point. Moi, quand je lis cet article, du coup, je me dis que aujourd'hui, il y a sûrement déjà des objectifs qui existent dans les usines, que ce soit Sigma, Tamron, peu importe, mais en tout cas, ça montre l'évolution et le fait que Canon écoute enfin les utilisateurs. Alors, c'est que mon avis et ça n'engage que moi, mais j'imagine que la stratégie, c'est de laisser les constructeurs tiers avec des focales pour capteurs APS-C et peut-être aussi les ouvertures à f1.4 en full frame, tandis que Canon va se concentrer essentiellement sur sa gamme L, quelques autres focales intermédiaires ici et là, et surtout sur les prochains objectifs de la gamme Z. Alors du coup, cet article nous apprend également qu'on verra des boîtiers Canon pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, R1, R5 II. Quels seront les specs? Justement, la transition est toute trouvée parce qu'on passe aux rumeurs de la semaine. Canon Rumors nous a lâché quelques petites specs sur ce que pourrait être le R5 II. Alors eux, ils voient bien un capteur empilé de 45 millions de pixels, un nouveau processeur, plus de shutter mécanique, une rafale de 60 images par seconde, des algorithmes améliorés pour la détection des sujets, de la 8K RAW, de la 4K 120 avec l'apparition du C-Log 2. En gros, si on schématise, c'est un A9 III et un Z8 en moins bien, un an trop tard. On verra ce qu'il en est, mais pour moi Canon a intérêt à mettre le paquet niveau vidéo, stabilisation, plage dynamique, mettez le son en slow-mo aussi s'il vous plaît. Il y a pas mal de choses qui nécessitent d'être améliorées niveau vidéo et je pense que le R5 II est le parfait boîtier pour ça. En tout cas, aucune date n'a été communiquée, je pense que ça viendra bientôt personnellement. Canon Rumors envisage l'annonce fin avril, moi je pencherai plus pour le mois de juin, voire même le mois de juillet, on verra ça. Sony serait sur le point d'annoncer une grande première mondiale, un objectif que jusqu'à présent personne n'a jamais vu. Suspense, il s'agirait d'un 24-70 f2. Alors c'est vrai que ce serait une première mondiale, mais c'est seulement 4 mm de plus que le RF 28-70 f2 que Canon a sorti il y a presque 6 ans, donc on est assez loin d'être sur une révolution. Toujours est-il que c'est quand même le genre de focale à tout faire, très lumineuse, très polyvalente. Moi je suis sûr qu'elle trouvera un bon nombre d'acquéreurs tellement elle permettrait de capturer des scènes différentes. Par contre, quand on voit qu'il faut débourser 3500 € pour le 28-70 de Canon, j'imagine qu'avec 4 mm en plus, un autofocus encore plus performant, on sera sur un prix sensiblement équivalent de la part de Sony. Pentax devrait sortir un boîtier argentique cet été, la marque n'est pas morte. Ces dernières années, de plus en plus de personnes se sont mis à photographier en argentique. C'est ce que semble avoir compris Pentax en voulant développer un appareil argentique compact destiné à un public un petit peu plus amateur. Allez, on enchaîne avec les sorties de la semaine. Il n'y a pas beaucoup de matos,
matos, mais il y a du logiciel. Le logiciel DxO annonce la version 4 de Pure Raw avec notamment une amélioration du système de denoiser, donc une réduction de bruit avec des images toujours plus nettes, toujours plus lisses. Moi je t'avoue que c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Moi je suis pas hyper fan des systèmes de denoiser, ou alors si jamais je devais en utiliser, ce serait vraiment très subtil. Quitte à avoir du bruit sur la photo, ça n'engage que moi, hein, mais autant l'assumer et partir sur une retouche qui prend ça en compte en apportant un look un petit peu vintage, un peu rétro, un peu ancien. Après, je comprends forcément celles et ceux qui utilisent la réduction de bruit, c'est juste pas mon cas, ou alors c'est assez rare. Donc parmi les évolutions sur cette V4, on a également l'amélioration des corrections optiques avec des profils de correction très poussés. On le sait, DxO c'est vraiment un logiciel qui est très axé là-dessus. Donc cette version 4 permet encore d'avoir beaucoup d'améliorations. Premiere Pro a une nouvelle mise à jour, la version 24.2. Parmi les nouveautés, on a une amélioration du mode d'amélioration vocale, donc une meilleure gestion de la réduction de bruit notamment. On a la possibilité maintenant d'exporter directement à partir du logiciel des vidéos sur TikTok. On a aussi un système de création simplifié de doublure. Donc de cette manière, quand tu vas importer un rush sur Premiere Pro, il va directement créer un proxy sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Moi je t'avoue que c'est une fonctionnalité qui est assez cool et personnellement moi c'est quelque chose que je vais utiliser assez souvent. Bien sûr tu as le choix de ne pas l'utiliser, c'est libre à toi. Et enfin, parmi les nouveautés sur cette version 24.2, on a une nouvelle prise en charge des polices de couleurs ainsi que des emojis. Et je crois que c'est uniquement pour Mac pour les emojis. Allez, on va terminer cet épisode de Focus Hebdo avec une dernière sortie. Là, on va se diriger plus côté tech. Apple sort le MacBook Air de 13 pouces doté de la puce M3. Donc la puce M3, c'est celle qui était déjà présente sur les MacBook Pro et les Mac, il me semble, depuis quelques temps, depuis 2023. Et forcément, on connaît Mac, c'est plus rapide, plus puissant. En tout cas, pour ce qui est des tâches comme des retouches photos, du montage basique ou même un petit peu plus poussé sans trop de colorimétrie non plus, ou bien toute autre activité artistique, car moi je pense à de la musique, je pense à du design, un MacBook Air ça tient carrément la route. Quand on voit que le prix du lancement du tout premier MacBook Air en 2008 était de 1800$, on s'aperçoit aujourd'hui que la marque a fait un réel effort pour essayer de maintenir un prix assez bas, parce que ce modèle avec la puce M3 coûte seulement 1299€. Allez, c'est l'occasion pour moi de lancer un petit débat avant de clôturer cet épisode. Qu'est-ce que tu penses des outils de réduction de bruit sur les logiciels? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que c'est réellement utile ou ça mérite encore d'être amélioré? On se retrouve dans les commentaires. Un grand merci pour votre soutien. Comme d'hab, code créateur Nicolas sur Miss Numérique. Si jamais tu veux soutenir mon travail encore plus, c'est la meilleure des manières. Tu commandes du matos chez eux, tu rentres mon code créateur, ça montre que tu viens de ma part. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un réel soutien. C'est vraiment ça qui me permet de continuer à proposer ce type de contenu sur la chaîne. Allez, c'est tout pour ce Focus Hebdo. On se retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo là qui s'affiche juste ici. Allez, ciao!